Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, l'épisode 91 qui va être consacré au Grand Prix du Portugal qui s'est tenu le week-end dernier. Et pour m'accompagner sur cet épisode, Olivier, comment ça va ? Bonjour Cyril, bonjour à tous. Bah écoute, ça va pas mal. Encore des très belles courses même sur ce très beau circuit de Portimao. Bah ouais, bah même les Moto 2 nous ont offert du spectacle, donc ouais. C'était plutôt inattendu. Et puis on va parler évidemment de retour tant attendu du 93 qui a fait un week-end plein, donc c'est plutôt intéressant. On y reviendra un petit peu plus tard. On va commencer par parler surtout du jeu, puisque c'est Corsissic qui a gagné les goodies. Alors petit rappel sur les règles, c'est-à-dire que quand il y a comme ce week-end un changement au niveau de la pole, c'est-à-dire que c'est pas le plus rapide qui est en pole, comme ce qui s'est passé, on y reviendra un petit peu plus tard, c'est bien celui qui est en tête le dimanche, donc pour le départ de la course, qui compte pour le jeu. Et pour ce numéro 91, on va glisser quelques mots sur Luca Cadalora, donc qui est italien, qui est né donc le 17 mai 63. Il a couru en championnat du monde entre 84 et 2000. Alors, ce qui était quand même une longévité quand même assez importante pour l'époque. Sans numéro fixe, comme ça se faisait également beaucoup. Il a couru avec le 91 quand il était en 500 sur la Yamaha. Il a fait ses débuts en 125 en 84 au Nürburgring. Il obtient son premier podium à l'âge de 21 ans. Il est titré en 125 lors de sa 3e saison en 86 et avait pour coéquipier donc Fausto Gresini. Il passe en 250 chez Yamaha en 87 et son évolution va être un petit peu va être assez progressive, et en 89 il sera un sérieux challenger face à Cito Pons et il va décrocher une pige en 500 en remplacement de Freddie Spencer au Grand Prix d'Angleterre où il finira quand même 8e, ce qui est plutôt pas mal pour un coup d'essai. Et en 90 il finit 3e derrière Kozinski qui a la même moto et les mêmes sponsors mais pas la même équipe. Donc il quitte du coup Yamaha pour aller chez Honda en 91 et va remporter dans la foulée donc les 2 titres 250 de l'année 91 et 92. Il va passer ensuite en 500 où là il va retourner chez Yamaha et il va être le coéquipier de Wayne Rainey et il va finir sa première saison 5e au général avec 2 victoires et 5 podiums. Et en 94 il est vice-champion du monde derrière Mick Doohan donc qui avait dominé toute la saison sur Honda. Et en 95 il est 3e. En 96 il repart chez Honda mais il sera toujours 3e et en 97 il retourne chez Yamaha, donc c'est un peu le ping-pong entre les deux marques japonaises et il sera moins compétitif puisqu'il sera 6e au général. C'est sa dernière saison complète parce qu'après il va faire des piges encore 3 saisons donc en 500. Donc en carrière, Luca Cadalora, c'est 197 départs en Grand Prix, 3 titres, 34 victoires, dont 8 en catégorie reine et 72 podiums. Donc triple champion du monde, tout comme Pedrosa, donc 2 fois 250 et 1 fois 125. Il a échoué de peu donc en catégorie reine et c'était le pilote qui tenait les Italiens excités chaque week-end avant l'arrivée donc de la génération suivante qui sera marquée par les Capirossi, Biaggi et Rossi et qui a lutté toute sa carrière contre des pilotes très très talentueux, soit américains ou australiens comme les Kozinski, Schwantz, René Doohan, donc qui faisait la pluie et le beau temps en mondial à cette période. Mais ça a été un pilote quand même qui aura, même s'il n'aura pas été titré en catégorie reine, il aura marqué un petit peu cette période, quoi. Ouais, près de 200 départs en GP, c'est beau. Hein. Ouais, c'est beau, ouais. Surtout dans une époque où les GP étaient, les motos étaient un petit peu plus, nerveuses, venimeuses. Oui, voilà. Venimeuse, c'est le bon mot. Ouais, effectivement. Alors, on va voir un peu de venin ce week-end, quand même. Ouais. Ça va être un week-end compliqué pour les pilotes. Quelques news. Donc, les Moto-E ont commencé les tests RRS puisqu'ils vont courir le prochain Grand Prix à RRS justement, donc ils étaient en test. Et on a Tommaso Marcon donc qui remplaçait depuis le GP de Doha Simone Corsi, donc blessé, a été testé positif au Covid. Donc pour ce Grand Prix du Portugal, il sera remplacé par Miguel Pons donc en Moto 2. Donc Pons vient du Moto E chez LCR. Quelques news en MotoGP. Le Grand Prix de France est en train d'essayer de trouver un protocole pour accueillir des spectateurs, à savoir que
L'organisateur donc a remboursé les billets, mais pour le moment il y a toujours une incertitude quant à l'accueil potentiel de spectateurs, jauge réduite, etc., etc. Donc aux dernières nouvelles, il y aurait un protocole qui sera en train d'être travaillé, donc c'est à suivre. Et par contre, les fan zones qui étaient prévues un petit peu partout en France n'auront pas lieu cette année non plus, donc peut-être l'année prochaine. Je te laisse la suite. Ouais, alors l'autre grosse news évidemment MotoGP, c'est le retour de Marc Marquez à Portimao avec plus de 200 jours sans rouler. On l'a appris le 9 avril, soit à peu près une dizaine de jours avant le GP. Des news aussi d'un autre pilote, c'est Dovi, qui lui a fait 3 jours de test sur la Aprilia à Jerez du 12 au 14, et puis il roulera finalement avec les Moto E. L'autre news en championnat du monde d'endurance, vous avez vu que effectivement les 24 heures du Mans Moto n'ont pas eu lieu ce week-end du 17 et 18 avril. Elles sont reportées à une date à définir, on la connaît pas encore du coup, en fonction de la situation sanitaire en France. La prochaine course en championnat du monde d'endurance, c'est les 8 heures d'Oschersleben le 23 mai. Et puis, en World Superbike, on a eu droit à 2 jours de test à Aragon les 12 et 13 avril, auxquels se sont joints évidemment le GMT 94. Ouais, tu voulais dire quelques mots sur Marquez justement ? Là, évidemment, quand on a eu l'annonce le 9 avril, on a tous fait des pronostics. On était tous excités derrière nos claviers sur le chat Discord. Pour ceux qui n'y sont pas encore, allez-y. Alors, il y en a qui belle promo. Il y en a qui disaient top 3, il y en a qui disaient Paul, il y en a qui disaient il va les défoncer. Il va les défoncer, c'est un extraterrestre. Il y en a qui disaient non, du calme, on sait pas encore. Il y en a qui disaient non, mais il va se planter, il a pas roulé depuis presque, on avait dit combien, 200 jours, ouais, ça fait, ouais. Voilà, grosse incertitude. Et puis on a eu la réponse, là, on va en parler tout à l'heure, du retour de Marc. On était content de le voir arriver, de le voir revenir. Il a eu une grosse émotion à l'arrivée du GP. On l'a vu hier, on enregistre lundi, on l'a vu dimanche. Voilà, donc content de revoir le master, j'allais dire, revenir en MotoGP. Ça va, on l'a pas vu encore à plein niveau évidemment, mais ça va permettre d'avoir un élément sur déjà le niveau des pilotes du reste du paddock, savoir si eux sont améliorés par rapport à l'année dernière, enfin même par rapport à il y a 2 ans. Parce qu'il n'avait pas beaucoup roulé quand même la dernière Marquez, et puis aussi voir lui de son côté comment par rapport à ce niveau-là, comment il arrive et combien de temps il va mettre à retrouver son vrai niveau. Mais à mon avis ça va pas durer très longtemps. Ouais, on reparlera du sportif justement dans la partie MotoGP, mais je voulais glisser quand même quelques remarques sur la manière dont ça s'est passé. Moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humilité dans les annonces, c'est-à-dire que il savait pertinemment qu'il n'était pas à 100% et il l'a annoncé et on le verra après sportivement, c'était important qu'il revienne puisque de toute façon, comme on l'a dit, il a pas roulé depuis longtemps. Une course MotoGP, t'as beau t'entraîner comme tu veux, mais ça se vit. Enfin, il l'a montré, ça se prépare d'une manière particulière, et si t'en as pas fait depuis plus de quasiment 1 an comme c'était le cas, ça peut. Enfin, il y a forcément des questions qui se posent, mais je trouvais que c'était intéressant de le revoir, comme tu dis, pour voir où il se positionne au niveau du paddock. Déjà, voir un peu le premier curseur pour moi, c'était les temps par rapport au Honda, et puis on verra après par rapport aux autres, quoi. Mais ça, c'est quelque chose qui était important de le revoir dans le paddock, rouler et voilà, quoi. On va passer au Moto 3. Donc en Q1, on a Fenati, Sasaki, Salach et Fernandez qui passent en Q2. Et en Q2, on a Mignot, Foggia et Alcoba, suivi de Garcia, Rodrigo et McPhee. Donc là, on parle bien des temps, puisque comme d'habitude, il va y avoir des sanctions. 4 départs de la pit lane, dont Denis Sonchou avec 5 secondes de délai. Darin Binder, qui lui s'est fait cogner sur le casque suite à son attitude en
Q2 et McPhee et Alcoba qui eux vont purger donc leur pénalité suite à leur lambada de bord de piste à Doha. Donc voilà, on se retrouve avec 4 pilotes qui partent des stands. Donc ça part bien pour Mignot, Artigas et Foggia. Madia et Acosta sont dans le bon paquet. On a Artigas qui va chuter au début. Alors je pensais seul, mais il y a dû y avoir une petite touchette quand même avec Rodrigo, et on a Foggia qui mène la petite troupe avec Acosta, Garner, Rodrigo et Mignot qui sont dans le coup. On a Toba et Guevara qui vont chuter un petit peu plus loin en queue de peloton. On a Rodrigo qui va prendre un long lap. Le groupe de tête donc compte une grosse dizaine de pilotes. On a Mignot qui remonte bien et Acosta qui presse Foggia. Suzuki chute avec Fernandez dans le groupe de tête, et c'est en fait Fernandez qui vient choper la roue du petit copain. Donc le dernier tour s'entame à 9. Alors Garcia se fait peur d'entrée de jeu et Masia chute. Voilà, il était dans le bon paquet. Et on a Acosta qui prend la tête et qui manque de se mettre au tas et qui s'impose finalement devant Foggia et Mignot avec Sasaki 4, Rodrigo 5 et Antonelli 6, Fenati 7, Garcia 8 et Masia 9 qui réussit quand même à repartir après sa chute et à rester dans le premier paquet. Au classement du championnat, on a Acosta, donc le rookie surprise en tête avec 70 points, Masia deuxième avec 39 et Binder troisième avec 36. Lorenzo Felon est 22e sur cette course. En discussion post-course. Alors, on va commencer par les pénalités puisque c'était comme d'habitude, j'aurais tendance à dire le bordel en qualif. Donc avec la palme à Darin Binder quand même qui en qualif a fait je pense qu'il a fait la plus grosse connerie à faire, c'est-à-dire être devant et puis quand t'arrives au virage tu coupes. Comme ça c'est super intelligent. Les gars derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils roulent comme des teubés, ils sont la tête dans la bulle et si jamais tu coupes et qu'ils te voient pas, ils vont te rentrer dedans gentiment. Donc le mec il coupe, il part dans l'échappatoire et je pense que c'est ça qui lui a coûté la conduite irresponsable. Alors même si ça fait chier de voir que t'es suivi par tout le peloton, si t'as pour intention de finir satellisé par 24 motos qui te traînent au cul, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'était pas malin. Après la direction de course elle punit, mais je pense qu'ils ont toujours pas compris notre petite équipe, donc va falloir peut-être faire les choses différemment. Mais là, Darin Binder, il a clairement pas montré une belle maturité. Exactement. Ouais, il s'est cru tout seul, quoi. Mais bon, ça. On peut pas lui en vouloir, ça peut arriver, on est encore au début de saison, je vais pas me faire l'avocat du diable, mais j'aime pas spécialement Binder en plus, mais j'essaie de peut-être de trouver une explication. Il était dans son truc et puis il se dit c'est fini, je coupe et sans réfléchir, alors que en oubliant qu'il est sur un circuit avec des professionnels en Moto 3, donc c'est la Moto 3 mais ça roule quand même vite, et que du coup quand on est sur une piste, on débranche pas le cerveau et on reste concentré sur ce qu'on a à faire, y compris à la fin d'un tour lancé. Ouais, c'était assez compliqué. Et bon, là ce qui est entre guillemets gênant pour le paddock, on va dire, c'est que Poncharal donc s'en mêle dans le sens où il comprend pas les sanctions. Et de mon point de vue, c'est important parce que Poncharal c'est quand même le patron de l'IRTA, donc c'est en gros le regroupement des team managers. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a deux grosses structures, donc les MSMA, les constructeurs, et l'IRTA qui regroupe les teams. Et si lui, il est patron d'une team en Moto 3, donc il voit comment ça se passe, et il a un petit peu gueulé en disant pourquoi lui et pas les autres, pourquoi certains s'en tirent d'une certaine manière et pas d'autres. Et si ça commence à gueuler côté Poncharal, parce que pour qu'il se permette des sorties publiques comme ça, c'est que à mon avis, il a déjà dû gueuler dans les couloirs. Et s'il gueule en public, c'est qu'il n'a pas été écouté. Donc si on en arrive là, je pense que il va vite y avoir une modification des qualifs et ils vont tous se retrouver à courir les uns après les autres en queue leu. Ouais, un peu comme ce qui se passe en Moto E, en fait. Là, c'est ça. Avec un tour et basta. Ouais. Et puis le jour où il va pleuvoir et les gars ils vont dire putain c'est dégueulasse, moi j'ai commencé sous la pluie et puis les autres c'est sec, et ils diront vous avez qu'à être moins con. C'est tout.
Après, ça va être vraiment dommage, hein, mais je pense que c'est un petit peu ce qui leur pend au nez. Faudrait pas que ça se reproduise, quoi. Ouais, ça va se reproduire, hein, de toute façon, faut pas rêver. Au début, on dit c'est le Qatar parce qu'il y a une grosse ligne droite, il leur faut l'aspi. Là, t'auras ça sur tous les circuits, hein, donc ça va être problématique partout. Au niveau physionomie de course, quand même, c'est une nouvelle fois très disputé avec un groupe de tête, donc moins anarchique. J'ai trouvé que c'était un petit peu moins bordélique. Oui. Ouais. Mais c'était tout aussi déterminé. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu des très belles passes d'armes en tête. Ils étaient peut-être un petit peu moins nombreux, mais c'était vraiment très très chouette à voir. Et voir Acosta à nouveau sortir du paquet, quoi, puis de manière assez je dirais pas facile, hein. C'était assez net et moi j'ai trouvé que c'était une très très belle course. Et après on va parler de Masia, quoi, qui a pas je dirais pas de chance, mais après c'est comme ça, c'est-à-dire que là il est resté clairement pour être candidat au titre dans la catégorie, et il se retrouve avec Acosta dans les pattes, donc un rookie coéquipier qui lui met la misère. C'est pas de bol, de bol, parce que heureusement il sauve des points quand même, il sauve 7 points, c'est quand même important après une chute, enfin c'était pas gagné, d'autant que quand tu vois la différence à l'arrivée, il a 12 secondes et 48 centièmes de retard, et le suivant, après, il arrive à 20 millièmes. Donc il a réussi à sauver. Et les suivants, juste, après, ils arrivent à une demi-seconde. Donc, il s'est vraiment sauvé juste. Et c'est des points qui vont sûrement compter à la fin de saison. À voir si Acosta, lui, il arrive à tenir toute la saison. Mais ça le sort pas définitivement, évidemment, on est encore au tout début. Oui. Et c'est, je pense, des points qui vont compter. Il a bien fait d'aller les chercher, parce que c'est con, on parlait de maturité tout à l'heure avec l'affaire Binder, mais un type qui a pas la maturité qu'il faut, qui s'énerve, qui envoie la moto par terre, qui court, qui se laisse là, non, il reprend sa meule, il repart, quoi, et tu sens que le gars il court vraiment pour le championnat. Après ça lui sauve quand même sa deuxième au général, puisqu'il reste devant Binder. Donc ce qui est important, quoi. Après Acosta, 3 courses, 2 victoires, une deuxième place. C'est le Marquez de Moto 3. Je pense que les gars, il va falloir s'accrocher au cocotier pour aller chercher, quoi. C'est clair. Mais c'est beau, hein. Enfin c'est beau parce que c'est jamais facile de dominer. Là on est qu'au 3e Grand Prix, hein, donc c'est quand même facile de dire qu'il domine. Mais il montre quand même une maturité assez impressionnante pour son âge, et ça se concrétise très très vite par des victoires et des podiums. Donc le gars, il commence déjà à pas en laisser grand chose aux autres. Donc la saison est longue, mais justement la saison est longue. C'est-à-dire que parti comme ça, quoi. Partir que ça, il peut se retrouver champion du monde titré, champion du monde en Allemagne, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais j'exagère, mais c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant de le voir rouler de cette manière. Tu voulais glisser un petit mot sur Lorenzo Felon ? Oui, c'était un peu sévère, mais on voit qu'il a du mal. Après, c'est normal, hein. Là, il finit 22e sur cette course. Il est un peu en retrait, on le voit pas trop pendant les courses, mais qu'est-ce qu'il y a à dire ? C'était histoire de parler de notre 3e Frenchie. Aussi, il est en train de découvrir le jeu championnat, ça se voit, qu'il découvre ce championnat Moto 3. On espère qu'il va apprendre vite et qu'il va commencer à faire des top 10 assez vite. Voilà. Ouais, top 10, ça va être chaud. Surtout quand tu vois le niveau en dehors. Non, mais c'est clair. C'est ce qu'on disait un petit peu en début de saison. Là, il a quand même l'avantage de pas chuter, donc il prend de l'expérience. Et même si il doit peut-être pas rouler vraiment en paquet, je pense qu'il y a des belles leçons à prendre. C'est toujours mieux de finir les courses
plutôt que de faire 3 virages et de tomber. Là, t'apprends rien, quoi. T'apprends C'est juste clair. que, voilà, tu vas juste goûter le sable et c'est tout. Là, va falloir vite essayer de voir où est la marge de progression, parce que bon, je pense qu'il a un coéquipier qui est là aussi pour Oui, c'est ce que pour l'épauler. j'allais dire, effectivement, avec Suzuki Tatsuki Suzuki en coéquipier, ça va être un bon lièvre. Hein. Ouais, faut qu'il essaye d'apprendre, c'est pas facile, hein. Parce que la marche est très très haute et bon après c'est peut-être une montée en Moto 3 peut-être un petit peu trop tôt de par sa carrière, mais ça c'est l'avenir qui le dira. Ouais. Mais c'est vrai que sur les 3 premières courses c'est difficile et on le savait que ce serait difficile. Et on va essayer de voir d'ici la mi-saison comment ça va se goupiller, quoi. En tout cas, faut pas lâcher. Non, c'est clair. On est derrière lui, avec certitude. Alors, on va parler de la Moto 2 avec en Q1 Chantra, Arenas, Bobir et Vierret, donc qui passe en Q2, et Loves en pôle devant Garner et Vierret. Ogura, Bezeki, Augusto Fernandez en 2e ligne. On a Arenas, Roberts et Canet en 3e ligne. Alors, le départ de la course, premier virage, Loves, high side, boom. Très belle figure quand même. Ça, c'est fait. C'était un petit peu c'est le défaut de ses qualités, hein. C'est-à-dire qu'il a dominé les 2 premières courses et on savait que tout pouvait arriver avec Loves et bon bah voilà. Donc ça on en reparlera un petit peu après, mais le high side est quand même plutôt beau, hein. Enfin il se fait pas mal, a priori il a de la chance. C'est clair. Et donc il laisse Garner, Bezeki et Vierret mener la course. Donc le peloton était tiré, mais c'est quand même animé à l'avant. Dans les premiers tours, on a Manzi et Montella qui chutent. Alors un gros high side encore pour les 2 pilotes, et c'est Manzi qui vient attraper Montella. Et ensuite les 2 coéquipiers Ogura et Chantra vont s'accrocher. Le japonais ne pourra pas repartir. Devant, donc on a Bezeki qui s'échappe et qui compte 1 seconde d'avance. Mais Canet va revenir donc sur le pilote italien et prendre la tête suite à une virgule de ce même pilote. Et Vietti et Boulega chutent. Et ils nous refont le coup de l'octogone, donc j'ai trouvé ça assez sympa. Parce que les mecs, voilà, tu vois que les 2 motos finissent dans le bac et direct, c'est parti, quoi. C'est langage des mains, voilà. Alors, dès comme ça, Boulega, c'est peut-être pas la peine de se déplacer sur les circuits et de se faire chier à faire des FP. Bouffer de l'essence pour faire ça le dimanche, parce que là, ce qui tente, c'est pas possible. Enfin, même sur un jeu vidéo, ça passe pas. C'est pas possible. Quand tu revois les replays du mec qui est derrière, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a tenté? Le gars, il essaye de passer entre Vietti et le pilote qui est devant, mais donc Boulega, il va harponner Vietti et tu te dis, c'est pas possible. Jamais ça peut passer. Jamais. C'est à l'italienne. Ah oui, la Boulega, il y a eu des volutes de Yannone d'un coup, quoi. C'est ça. C'est pas possible. Et donc, pendant ce temps-là, devant, donc c'est Roberts qui prend les commandes devant Canet, et on a une course d'attente pendant quelques tours où les positions vont rester assez stables. Et ça s'agace dans les 5 derniers tours avec Canet qui va prendre la tête, puis Raúl Fernandez qui hausse le ton pour revenir dans sa roue et le passer à 4 tours de l'arrivée et va s'échapper direct. Donc dernier tour très disputé entre Canet, Roberts et Garner. Donc le dépassement de Garner va être très viril sur Roberts justement, et laissant Canet s'échapper pour la 2, et Garner fait 3 et Roberts fait 4. Augusto Fernandez fait 5 et Bezeki 6. Au général, Garner 56 points, Fernandez 2e avec 52 points et Loves 3e avec 50 points. Enfin de la bagarre en Moto 2. Ouais. Ça faisait longtemps, tiens. C'est clair, on a été surpris, hein. Steve Brown. Est-ce que je regarde la bonne catégorie là, parce que ça se bagarre un peu. Ah oui, si, je voulais dire un truc sur Garner, que c'est dommage qu'il se réveille un peu tard finalement, parce qu'il remonte très très fort, hein, sur les 3 derniers tours de course. Et alors lui aussi, on voit qu'il a une maturité pour reprendre cette place à Roberts, comme tu l'as dit, un dépassement très viril, et au final ça lui permet de récupérer de garder la première place au championnat, ce qui ouais, il faut le faire, hein. Alors déjà, il faut savoir rouler comme eux, mais en plus arriver à avoir la patience
à rouler vite en fin de course comme ça, donc avec des pneus cramés, moins d'essence, donc peut-être moto plus légère, mais aussi avec moins d'adhérence forcément, et faire un dépassement viril, mais au final qui passe proprement, non, c'est chapeau. Ouais, c'est le dernier tour est chouette quoi. Enfin, c'est clair. Et même la physionomie de course, elle est intéressante hein, parce que bah justement Canet fait une belle deuxième place. Hein. C'était un petit peu nécessaire qu'on le voit un petit peu devant parce que ça fait un petit moment. Enfin, ça fait pas un petit moment, mais il avait besoin de montrer qu'il était présent. Vous voyez toujours un petit peu les KTM, enfin l'équipe IO devant. Ça c'était habituel, on va dire. Mais Canet, faut qu'il se montre et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Après les équipes peut-être petite déception quoi parce que il réussit pas à accrocher le wagon. Il est un petit peu comme à chaque fois, un petit peu. Je sais pas s'il a peur d'être dans le paquet. Mais à chaque fois, il est un peu décroché, il est pas en mesure d'aller à la baston. Ouais. Et c'est un peu dommage parce que justement, la dernière fois, le groupe était de 3 et il est 4. Là, le groupe est de 1 plus 4, donc il fait 6. Pardon. Donc, il en manque toujours j'ai l'impression qu'il en manque toujours un petit peu. Ouais. Donc c'est un peu dommage. La plus grosse déception, c'est Loves, quoi. Premier virage, soleil. La figure est belle, hein. Mais ouais. Mais c'est con en plus, tu risques de te blesser quand tu tombes en plus. Et là, voilà, ça me fait penser à ça. Tu vois, Lowe's qui claque la pole et qui est pas foutu de rester sur ses roues au bout de 2 virages, alors qu'il joue le championnat encore une fois, c'est dommage et il peut se faire très très mal là-dessus. Bah là, il peut se faire très très mal. Le truc qui est bizarre, c'est qu'il fait pas un très bon départ. Enfin, ça rejoint un petit peu ce qui s'est passé à une des 2 courses précédentes, où il fait pas un très bon départ. Et là, il se fait dépasser par un petit peu plus de pilotes. Et j'ai l'impression qu'il force vraiment l'entrée au T1. Ouais. Et là à un moment ça décroche et il part direct quoi. Alors que la course est longue et ça tout à fait, pour le coup c'est bien de gérer. On en parlera dans un instant. Mais surtout Clubs, il a montré tout le week-end. Bon, il est encore en pôle, mais il a montré tout le week-end qu'il était quand même un cran au-dessus des copains. Donc voilà, ce qu'il faut. C'est un peu bizarre. Parce que de voir que ce pilote-là a encore en tête pour gagner une course, faut être premier au T1 en sortie de T1. Ouais. Et c'est con parce que il fait 2 belles courses. Il mène le championnat, il marque 50 points en 2 courses, c'est très bien. Mais après 3 courses, il est 3e parce que les 2 autres, ils ont été un petit peu plus réguliers. Enfin, ils ont été plus réguliers et c'est dommage. Et bon, il peut. Après, voilà. Enfin, j'espère qu'il va apprendre, mais j'ai un peu peur que, étant donné le nombre de fois où ça arrive avec Loves, qu'il apprendra jamais. Mais c'est justement ça qui va être intéressant de regarder aussi dans la saison, parce que avec Gardner et Fernandez, ça va faire une belle triplette devant, quoi. Et puis Canet qui commence à s'y mettre aussi, ça va être plutôt cool. Ouais. On passe au MotoGP ? Avec plaisir. Allez. Et on va commencer avec les essais, évidemment, avec la grosse info des essais qui est la chute de Jorge Martin en essai libre 3, une chute qui fait mal et qui va priver l'Italien du coup du reste du week-end. D'autres chutes sont à signaler, dont celle d'Alex Marquez qui a de la chance et qui ne se blesse pas, lui, et la chute spectaculaire de Nakagami à près de 300 km/h au freinage du premier virage, qui va certes pas le priver de la course comme Martin, mais bien l'handicaper quand même, surtout pour la qualif. Le retour de Marquez pendant ses essais est intéressant, mais pas flamboyant. Il va devoir passer par la Q1. Ça en étonnera peut-être quelques-uns, mais voilà. Il n'est pas complètement en forme. C'est un peu rassurant, il n'est pas complètement extraterrestre non plus. On reparlera évidemment du 93 dans un instant. En Q1, par contre, pour le coup, c'est Marc Marquez qui signe le meilleur temps avec Joan Mir, 2e. Les 2 champions du monde se suivent pendant toute la qualif. Ensuite, en début de la Q2, on pense évidemment à la forme des Frenchies qui ont montré une bonne régularité lors des essais, et en particulier Quartararo. La séance est très intéressante. À la fin, Bagnaia signe un temps stratosphérique, mais qui sera finalement annulé en raison du drapeau jaune dressé à la suite de la chute d'Oliveira. C'est donc Quartararo qui part en pôle, Rins est 2e, Zarco 3e, Miller juste derrière 4e, Marquez arrache une 2e ligne et c'est à signaler avec la 6e place, loin devant son
coéquipier Paul Espargaro qui n'est que 14e. Je vous ai un petit peu condensé ça, histoire de faire le lien entre, on en parlait tout à l'heure, Marquez-Honda, Paul Espargaro, Marquez-Honda qui revient de blessure après plus de 200 jours sans rouler 6e, et Espargaro-Honda qui n'est que 14e. On passe à la course avec un énorme départ de Rins qui, je le rappelle, est parti 2e, mais celui de Zarco est encore mieux. Il file en première place dès le premier virage. Quartararo, lui, se retrouve 5e, juste derrière Marc Marquez qui a gagné 2 places. Et là, Quartararo, lui, va pas faire l'erreur de Sam Lowe en Moto 2. Il va rester patient, pas remettre gros gaz à la fin du premier et pas faire de side. Le début de la course est complètement fou. Ça bouge beaucoup au niveau des places à tel point qu'on va pas vous faire la liste, sinon ce sera long. À la fin du premier tour, Zarco mène, suivi par les 2 Suzuki de Rins et de Mir, qui, lui, a gagné 6 places dès le premier tour. Marc Marquez, mine de rien, est 4e. Vinales, lui, est loin au fond du classement, après un départ complètement raté. Alors, Zarco, lui, part avec les 2 Suzuki à sa poursuite. Quartararo gagne 2 places et se retrouve 4e. Il part, lui, à la poursuite donc des Suzuki et de Zarco. Il arrive à doubler Mir au 4e tour pour se retrouver 3e. Marquez, lui, passe un petit peu en retrait à la 9e place. Rins finit par trouver l'ouverture sur Zarco au 5e tour, tout comme Quartararo juste après, quelques instants plus tard. Miller, qui est 6e, se bourre. On en reparlera tout seul, comme un grand. On en reparlera tout à l'heure, évidemment. Pendant quelques tours, Quartararo reste derrière Rins comme pour mieux préparer son attaque et il le passe finalement au freinage du premier virage au tour numéro 9. Il reste 17 tours. Quartararo est donc en tête et quand on voit sa domination du week-end, plus son choix de pneus arrière dur, on se met déjà à rêver d'une nouvelle victoire de notre Frenchie. La course est vraiment dantesque et encore une fois, on va pas vous faire le suivi de toutes les positions. Quartararo et Rins signent les meilleurs tours en course successivement et commencent à faire le break sur le reste du peloton. Bagnaia, lui aussi, a un gros rythme, on l'a vu tout le week-end, et au 19e tour, il passe Mir pour gagner la 4e place. Et au moment de ce dépassement, on entend une moto glisser sur le bitume. On espère que c'est pas Fabio. Et ben non, c'est Alex Rins qui chute, il a un peu trop forcé. Signer les meilleurs tours en course pour suivre Fabio, ça fatigue, on dirait. J'ironise un peu, mais en vrai, j'ai été dégoûté pour lui. À 7 tours de l'arrivée, Quartararo est donc seul en tête avec 3 secondes et demie d'avance sur Zarco, 2e. Bagnaia, lui, pendant ce temps-là, il revient toujours fort et le double pour prendre la 2e place. Quelques instants plus tard, c'est Zarco qui tombe. Les commentateurs sur Canal à ce moment-là disent qu'il forçait, mais en fait, on apprendra plus tard que c'est un problème de boîte de vitesse qui a provoqué sa chute. Pas de grosses infos en fin de cette course. Quartararo finit en tête, Bagnaia est 2e, Mir 3e, mine de rien. Belle course de Morbidelli aussi qui finit 4e, Binder est 5e, Alex Espargaro 6e et Marquez 7e, suivi par son frère Alex. Au championnat, on a Quartararo qui donc passe en tête avec 61 points, Bagnaia est 2e 46 points et Vinales 3e avec 41 points, Zarco est 4e avec 40 points. On a évidemment beaucoup de choses à dire sur cette course fantastique. Par quoi tu veux commencer, Cyril ? Par le retour de Marquez, je pense que c'est ce que tout le monde attendait. Le sportif, moi ça m'a pas surpris de le voir en difficulté sur le long terme et c'était évident et parce qu'il a pas roulé, il a pas pu se préparer comme ont pu le faire les autres et mine de rien, il a pas roulé de la saison dernière quasiment donc Puis faut voir aussi que c'était pas juste s'asseoir et regarder les copains rouler, c'est son bras droit, il a été quand même un bon moment sans pouvoir le bouger, des opérations, des greffes, c'est pas rien. Le voir rerouler, c'était important. Il a montré que c'était très important pour lui aussi, pour toute l'équipe et sportivement, le voir à ce niveau-là, faire être dans les 10, terminer la course, pour moi c'était le plus important. Terminer la course c'était le plus important et le top 10 c'est vraiment bonus, c'est du bonus. Ouais, c'est du bonus. Après c'était évident qu'il allait pas revenir à 100% dès la première course. Ouais, il aurait fallu quelques chutes pour qu'il fasse un podium, quoi. Ouais, et on l'a vu assez rapidement sur les essais. On voyait bien que sur un tour, il arrivait à claquer un temps relativement honnête, et puis
sur plusieurs tours, il ratait des points de corde, etc. Ça montre que le MotoGP est un sport extrême et on ne peut s'y préparer qu'en roulant. Exactement. Ouais. La seule préparation, c'est de rouler. Mine de rien, tous les essais qu'ils font les hivers pour préparer la saison, ça sert à ça. Ça sert à caler l'endurance dont ils vont avoir besoin toute la saison. Ce point-là, pour le moment, ça lui manque. Ça va revenir. Et comme on le disait en début d'épisode, ça permet de le positionner dans le paddock. C'est-à-dire que il est premier Honda. Donc voilà, c'est difficile pour les autres pilotes Honda, même si Alex est pas loin. Hein. Ouais, juste derrière. Juste derrière, mais il est quand même derrière. Ouais. Et après, voilà. Enfin, je pense que de week-end en week-end, ça va s'améliorer s'il n'y a pas de pépins supplémentaires qui viennent se greffer. Mais voilà, après petit à petit, on va le voir se rapprocher de la tête, je pense. Et puis ça va être, puis on va le retrouver petit à petit. C'est ce qu'il a annoncé. Hein. Il a dit bon bah voilà, il part prudent avec le setup de Bradle. Hein. C'est ce qu'il avait annoncé. Donc je pense que petit à petit, ils vont rajouter 2-3 watts sur la Honda. Et puis on va voir jusqu'où il va pouvoir la tenir, quoi. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Non, mais pareil. Enfin, je souscris totalement à tout ce que tu viens de dire. C'est vrai que on avait évidemment, je pense qu'on soit fan ou pas de Marquez, à condition de ne pas être anti-Marquez évidemment, oui. Mais on imaginait tous le coup extraordinaire, mais ça c'était un peu du fantasme en se disant imagine s'il fait la pole, imagine s'il fait podium. Et bon, là, le retour à la réalité a été pas dur, mais voilà, enfin encore une fois, c'est un sport extrême, le MotoGP. On n'arrive pas, même si on s'appelle Marc Marquez, on n'arrive pas comme ça sans avoir roulé plus de 200 jours en disant salut les gars, c'est moi qui commande. Donc c'est assez rassurant de constater que Marquez n'est pas complètement un extraterrestre et qu'il a une part d'humain quand même, que même physiquement. Mais encore, je suis d'accord avec toi. Enfin, le fait de finir la course, c'est déjà énorme. Enfin, je pense que ça aurait été déjà énorme. Enfin, quand tu vois la blessure qu'il a eue, le nombre d'opérations qu'il a eu, la difficulté à récupérer, là sur. Bon, il y a peut-être aussi le fait qu'il est revenu avec prudence, en ayant peut-être repoussé 2-3 fois l'échéance, en se disant il faut que je sois sûr du moment où je reviens. Il y a peut-être aussi de ça, sûrement, mais après on ne sait pas aussi ce qu'il a ressenti pendant la course sur le plan physique, est-ce qu'il a souffert. Moi je pense que quand tu fais 7e, tu souffres pas beaucoup. Enfin, on a vu des Crutchlow courir en souffrant. Il s'est arrêté. Enfin, tu vois, là pour le coup, enfin, même en débranchant, même en étant des compétiteurs, quand t'as mal. Et là, en faisant 7e, tu te dis, il avait pas si mal, je pense. Donc un retour calculé et qui, pour l'instant, enfin voilà, ça montre qu'il y a eu une grosse maîtrise depuis sa blessure, en fait. Ouais, prudence et humilité, quoi. Ouais. Maintenant, faut que ça dure. Puis, ce qui va être intéressant, ça va être justement de voir la courbe de progression qu'il va pouvoir mettre en place. C'est clair, parce que de toute façon, il va pas se contenter de la 7e place très longtemps, à mon avis. Non, mais moi, comme on a dit, c'était important qu'il termine, et c'était parce que c'est ce qu'il a dit un petit peu sur Twitter. Je sais plus si c'est hier ou aujourd'hui, mais c'est important. Enfin, lui, il a dit voilà, je me sens à nouveau un pilote. Et quand on l'a vu descendre de moto à l'arrivée, toute l'équipe qui t'applaudit, et quand tu vas faire ton débrief, par contre, je pense qu'il a dû avoir mal. Enfin, parce que musculairement, dès la Q2. Il fait pas toute la Q2, hein. Il sort vraiment que pour un dernier run pour tenter un coup, quoi. Et il se place bien, hein. C'est-à-dire que la vitesse, il a pas encore tout à fait la vitesse. Je pense qu'il a pas encore tout à fait les moyens de maîtriser la pleine puissance de la moto, donc il la délivre pas. C'est un petit peu ce qu'ils ont expliqué, c'est-à-dire ils vont y aller petit à petit. Donc là, il a peut-être pas la pleine puissance parce qu'il pourrait pas la tenir, mais ça va monter petit à petit. Et ce qu'il a montré en Q2, c'est ça, voilà, il est passé en Q2 et il a fait le minimum. Il fait une deuxième ligne avec une moto bridée. Oui. Et en retour de blessure, ce qui est quand même beau. Voilà. Oui, c'est ça qui va être
qui va être très impressionnant à suivre, hein, parce que je pense que c'est quelqu'un qui potentiellement peut avancer très très vite sur ce schéma, hein, c'est-à-dire que de l'endurance, bon, même si c'est pas tout à fait les mêmes motos, mais des essais privés sur des motos commerce, bon bah oui, il aura peut-être pas la vitesse, mais au moins tu peux prévoir une journée de roulage, quoi. Ouais, une partie de sensation, savoir ce que c'est rouler à 300, c'est ça. Zarco avant, la dernière fois. Effectivement. Donc on va voir comment ça va donner. Après, je pense que là maintenant, il va pas aller trop vite. On va voir. Mais déjà, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir rouler, et c'était chouette, quoi. Ouais. On va parler un petit peu de Martin. Ouais. Qui s'en est mis une belle. Ouais, il s'en est mis une très belle. Donc c'était en FP3 le samedi. Donc alors un dossier médical, voilà. Donc une blessure à la main et malléole. Donc partant de là, avoir des petits jeux de Docteur Maboul. Ouais. C'est dommage parce qu'il avait fait 2 très beaux premiers Grands Prix. Et puis là, il se met vraiment quand même une très très grosse chute. Donc forcément des grosses blessures qui vont avec, et on espère qu'il pourra revenir vite, mais qu'il revienne aussi à 100%, quoi. On va voir. Ouais. Mais c'est le genre de chute, quand il va la revoir à la télé, ça va faire mal. Tu m'étonnes. Parce que bon, il y a on a eu une petite perte de connaissance, donc à un moment il se protège plus trop, hein. Donc enfin voilà, quoi. On verra à quel mais c'est le genre de chute qui nous rappelle, comme la chute de Lowe's, comme toutes celles qu'on a vues ce week-end, que c'est comme celle de Rins, on va peut-être en reparler. C'est des chutes qui nous rappellent à quel point c'est un sport dangereux, et à quel point c'est du haut niveau, en fait. Parce que tu vois, ils sont à rien, les gars. Enfin, ils sont vraiment à rien. Et tu dis, se mettre au tas en FP3 à un moment où il y a, a priori, c'est pas là où il lâche tout, quoi, où il débranche tout, quoi. Ça nous remet un peu les pieds sur terre, quoi. Et c'est bien que ça soit, parce qu'on avait peur pour lui, effectivement, comme tu disais, la chute est très impressionnante, et c'est quelques blessures, c'est assez rassurant sur son état de santé. Enfin, à la vision qu'on a pu avoir pendant la chute, au moment de la chute, on s'est dit, oulala, ça va faire mal. Et au final, c'est 2 fractures, et c'est un moindre mal, finalement. Ouais, tu veux en dire un peu plus sur la chute de Rins en course ? C'est effectivement un moment, on a tous flippé, hein, ce que je disais pendant le résumé, on entend une moto faire on se dit merde, c'est qui ? Et là on voit que c'est Rins, on se dit ouf pour Quartararo. J'ai sorti le défibrillateur, moi. Et en même temps, et quand tu vois le ralenti, parce que là c'est l'avantage, vu que c'était la tête de course, on a le super ralenti sur sa chute, et c'est inexplicable. Enfin, même quand on fait de la moto, tu regardes ça, tu te dis mais pourquoi ? Et ça rappelle à quel point les pilotes sont sur un fil pendant toute la course, et aussi transition toute trouvée, ça montre aussi la maîtrise de Quartararo qui a poussé Rins au point de le faire chuter. Et c'est aussi ça, à mon avis, qu'il faut retenir de cette chute. Il essaye de suivre, et quand après c'est tous des pilotes. Puis il claquait des temps, hein. C'est le moment où t'avais Rins et Quarta qui se faisaient la course au meilleur tour en course. C'était rigolo. Avec un tour où on voit Quartararo signer le meilleur tour, et Rins qui le bat d'1 millième juste après. Ouais, dans le même tour. C'était le time attack, hein, sauf que voilà. Ça finit au bac. Ça finit au bac. Ouais. Rins, c'est un peu le problème, hein. C'est-à-dire que dans ces circonstances-là, c'est tout le temps lui qui finit au bac. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, parce que moi, c'est un pilote que j'aime bien, hein, mais j'ai l'impression que ça fait toujours finir comme ça. Après, il en faut, hein, mais ouais. Autant Mir, ça sera, tu vois, même ça sera toujours le mec qui va, j'aurais tendance à dire, qui va s'en sortir. Tu vois, on le voit encore sur cette course, quoi, où il fait une belle 3e place, sans qu'on l'ait vu beaucoup en course, mais il est présent et régulier. Et Rins, par contre, tu vas le voir, tu vas dire, ah ouais, c'est la bagarre. Ah voilà, Rins Sota. Ça m'a fait penser à sa chute en France l'année dernière. C'est ça. C'est la même en couleur, hein. C'est la même, ouais.
c'est dommage, hein, parce qu'il perd des points. Enfin. Même mentalement, ça va pas être évident. Ah, ouais. Il va sûrement débriefer avec son équipe, voir dans la télémétrie ce qu'il a mal fait, mais ce qu'il a mal fait, on l'a tous vu. Hein, il a pris le frein. Ouais, tu prends le frein, tu mets l'angle et voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Comme le tour d'avant où t'es pas tombé, et puis voilà. Bah voilà, lâche que le frein, accélère, bordel. Mais non, mais ça après, passe, tu sais que ça passe à chaque fois. Pourquoi t'as mis le frein? Ça peut pas passer à chaque fois, donc voilà, ce coup-là, c'est pas passé. Ouais. Mais je voulais revenir un petit peu aussi sur les qualifs. Parce que on est passé assez vite sur la course, mais le tour qualif annulé pour Bagnaia, donc qui bat leur record de piste sous drapeau jaune. Donc ça a fait un petit peu parler quand même cette affaire, parce que c'est un peu chiant. Ouais. Parce qu'il perd la pole, et puis voilà, quoi. C'est toujours un peu dommage. Donc les règles, elles sont quand même simples. Enfin, elles sont simples, oui et non. C'est-à-dire, à partir du moment où t'es sous drapeau jaune, tu dois ralentir. Et là, forcément, si tu claques le record du tour, sous drapeau jaune, t'as pas ralenti. Donc ils ont annulé son tour. Ça pose question surtout sur des circuits comme Portimao où il y a quand même des grands dégagements, où tu dis que le suraccident la probabilité de suraccident est quand même très faible. Tu vois ce virage, je te dis, après si Bagnaia fait la même erreur qu'Oliveira, il rentre dedans, enfin, c'est ça. au bout du bac à gravier. C'est vrai que c'est frustrant. En même temps, c'est la règle. Il aurait pu faire l'autre tour à prochain tour, et puis c'est tout. Puis bon, il finit deuxième, donc au final, ça n'a pas complètement gâché non plus son week-end. Mais c'est la règle, quoi. Après, moi, franchement, je la comprends, parce que même si ce que j'ai dit à l'instant, c'est vrai que les circuits maintenant ont des grands, enfin surtout celui-là, ont des grands dégagements, etc. Le risque de suraccident est très faible. En même temps, les gars, ils roulent tellement débranchés en qualif, avec le cerveau tellement débranché en qualif, que si tu mets pas des règles très strictes auxquelles ils vont penser au prochain GP, ça peut être un danger pour tout le monde. Donc au final. Enfin, je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais... moi, en fait, à partir du moment où c'est lié à la sécurité des pilotes, moi, je suis tout à fait... moi, je suis la règle. Enfin, surtout que, effectivement, c'est le risque de suraccident. C'est-à-dire que il est pas à l'abri que devant, ça soit une chute plus ou moins grave, qu'il y ait des marshals sur la piste, qu'il y ait des docteurs, qu'il y ait de l'huile sur la piste. Exactement. Tu sais pas ce qui peut arriver. Donc, le drapeau jaune, il sert à ça. Si tu commences à dire Portimao, c'est bon, il y a des dégagements, donc je peux continuer à avoiner. Voilà, tu le feras sur les autres circuits, quoi. Puis à un moment donné, il va se passer ce qui a failli se passer une fois avec Crutchlow, où le suraccident s'est arrivé. Le mec s'est bourré là où il y avait les docteurs, et la moto, elle s'est arrêtée à peut-être à 2 ou 3 mètres des marshals, quoi. Donc c'est dommage, et encore une fois, la seule solution pour éviter d'avoir ça, c'est de faire des tours chacun son tour. Mais ça, c'est pas, à mon avis, moi, ça tuerait beaucoup de choses dans le sport, dans l'équité, et ça serait dommage. Ce qui est arrivé à Bagnaia, ça peut arriver à n'importe quel pilote, n'importe quand. C'est-à-dire un drapeau jaune qui sort, tu niques ton tour. Et le problème, c'est ça, c'est que de toute façon, comme tu dis, en fin de qualif, les mecs, ils sont débranchés, donc ils sont pleines balles. Et donc, quand est-ce que les chutes arrivent? C'est quand ils sont pleines balles. Et les 2 dernières minutes de qualif, c'est là où t'as le plus de risque de chute. Et donc, c'est là où t'as le plus de risque de, drapeau jaune, donc tout le monde coupe. Et tout le monde coupe. Tout le monde doit couper. Parce que sinon, t'auras toujours un petit malin qui va pas couper et qui va passer devant les autres. Et puis t'auras aussi un jour le petit malin qui aura pas de chance, qui va pas couper et qui va aller striker les marshals. Et une moto de 145 kilos lancée, tu prends ça dans la tronche, j'ai pas trop envie, quoi. C'est clair. C'est clair. Donc après, c'est une réflexion de course, hein, parce que c'est dommage, parce que son tour, il est parfait. Oui, après, sur le plan sportif, c'est con, quoi, effectivement, parce que comme tu dis, son tour est parfait. Même Quartararo, il est étonné quand il est dans le parc fermé et qu'il soulève le casque, qu'il demande le temps de Bagnaia
il est étonné du temps qu'il a fait, mais ce temps-là, il l'a fait. Il lui avait mis 3 dixièmes. Ouais, je crois qu'il tourne en 38.4, quoi. Quelque chose comme ça. Ouais, c'était impressionnant. Enfin, à un moment où en plus on se disait que Quartararo est inaccessible et là, il nous sort ce temps stratosphérique. Ouais, c'était le tour parfait, en fait, tout simplement. Mais pas au bon moment. C'est ballot. Ouais, c'est ballot. C'est difficile à résoudre hein, comme solution. Parce que là, t'as pas 50 000 solutions. À partir du moment où t'as la sécurité des autres pilotes qui rentrent en jeu et des gens qui encadrent les courses, tu peux pas vraiment faire de compromis, quoi. Ah, je suis complètement d'accord. Ouais, pour moi, il n'y a pas de débat. Enfin, c'est la règle, quoi. Enfin, on court, quand on court, même quand on joue à un jeu, on lit les règles et puis on les signe et puis on est d'accord avec celle-là, sinon on joue pas, quoi. Enfin, c'est tout con. Hein. Ouais, on va parler d'une autre chute pour celle de Zarco ce week-end. Ouais. Donc beaucoup de déceptions, je pense. Bah ouais, beaucoup de déceptions, effectivement, comme je l'ai dit en introduction du compte rendu là-dessus, sur la course de MotoGP, où c'était au niveau des qualifs, j'en ai parlé, je sais plus. Après ce podium de rêve avec nos deux Frenchies, on se disait, et ce beau week-end de Zarco globalement, elle a fait mal cette chute, effectivement. Alors on a appris, et je l'ai dit tout à l'heure, que c'était un problème technique, donc c'est pas une erreur de pilotage, ce qui est rassurant dans un sens. Donc Zarco n'est pas Rins, hein, voilà. Oh putain, t'es gonflé. Zarco chute. C'est cadeau, ça. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Plaisir. Mais ouais, enfin voilà, on a bien vu qu'il était dégoûté, on était dégoûté pour lui aussi. Après, on voyait bien que sur la fin de course, il était un peu en difficulté aussi. On voyait Bagnaia revenir très très fort. Mir aussi qui faisait la pression. En plus, lui, il voit son compatriote Quarta partir loin devant. Il se dit merde. C'est pour ça que j'en veux pas aux commentateurs de Canal. Effectivement, sur le moment, tu te dis c'est parce qu'il force, hein, parce qu'il se fait doubler une fois. Ouais. Et ça s'est bagarré aussi à un moment. Donc, mais voilà, ouais, c'est une déception. Mais encore une fois, c'est la faute de personne. Hein, là, pour le coup, c'est pas un problème de pilotage. C'est pas parce qu'il s'est énervé. C'est la faute à pas de chance, comme Quartaro, a eu la faute à pas de chance dans ses premiers GP avec le sélecteur qui casse, des trucs comme ça. C'était encore pire, je pense, le sélecteur qui casse. Ouais. Ouais, c'est. Donc on a hâte de le voir rouler et franchement pour continuer sur Zarco, on est très content. On a déjà parlé au dernier, enfin vous en avez déjà parlé au dernier épisode, j'étais pas là, mais ça fait un plaisir fou de voir Zarco dans cet état d'esprit, voir l'aimer ce qu'il fait, pas frustré, confiant, rouler fort. Enfin, c'est génial. Alors, enfin, le duo Zarco-Quartaro là, il est kiffant, quoi. Enfin, c'est une période géniale pour le MotoGP, en ce moment. MotoGP français, évidemment. Ah bah oui. Bah, on n'a jamais connu une période comme ça. Après, pour revenir sur Zarco, le gros intérêt, comme tu dis, c'est qu'il y ait une explication technique à sa chute, ce qui fait que ça évite un petit peu la gamberge. Ouais. Et les soucis techniques, ça peut arriver à n'importe quel pilote. Là, c'est tombé sur lui, c'est vraiment pas de chance. Mais bon, après, voilà, c'est une chute, il s'est pas fait mal. C'est une chute qui est expliquée techniquement, donc encore une fois il fait un week-end plein, il fait un week-end quasi, je dirais pas parfait, mais il est compétitif sur quasiment toutes les séances d'essai. En course il est bien, il est dans le bon paquet, il est à la bagarre, il pilote bien, c'est agressif sans être inconscient, donc il est vraiment dans le bon curseur. Et jusque là il a eu des très bons résultats. Là c'est une chute, bon pas de chance, mais c'est un régal de le voir comme ça. Et puis ça permet d'enchaîner directement sur le dernier point qu'on voulait aborder, donc sur la masterclass de Quartararo. Ah ouais. Bah y a pas grand chose d'autre à dire, hein. Il y a rien à dire. Ouais, c'est toujours tous les défauts qu'il avait l'année dernière, il les a gommés en fait, sur l'impatience qu'il avait, s'est gommé. Il est 6e à la fin du premier tour, il s'affole pas, alors qu'il part en pôle, hein, parce que
dans la tête d'un pilote, ça doit pas être évident à gérer. Ça, tu pars en pôle et tour d'après, t'es 6ème. Tu fais chier. En plus, devant, ça roule, c'est merde. Non, il s'affole pas, il fait son truc. Et en plus, je pense qu'il sait qu'il a un pneu dur à l'arrière, donc il se dit, j'ai le temps, à 10 tours de l'arrivée, je vais y aller tranquille. Enfin, je vais y aller tranquille. Les autres vont être en difficulté avec leurs pneus, pas moi, donc ça va mieux rouler. Et non, on dirait qu'il a 5-6 ans de GP, quoi. Enfin, 5-6 ans de MotoGP, j'entends. Ouais. Et c'est impressionnant. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est justement de le voir être capable, mais ça c'est évident parce que sinon il serait pas à ce niveau-là. C'est être capable d'avoir une stratégie de course qui est à lui, c'est-à-dire il est pas là pour copier ce que font les autres. Après, tu vois, moi j'épluche pas non plus toutes les séances d'essai, mais dans son week-end, il s'est construit une stratégie de course avec un pneu dur à l'arrière qui est différente des autres, et il a joué sa carte et il a gagné, et ça conforte. Ouais, il l'a appliqué tel quel. Exactement. Sans panique, encore une fois, et c'est magique. C'est bien, quoi. C'est bien. Parce qu'il a besoin c'est bon pour la confiance. D'une part, c'est bon pour les résultats, mais c'est bon pour la confiance. Quand tu sais que tu fais certains choix, et que c'est des choix qui font gagner, c'est toujours mieux que de dire, ah merde, j'ai pris le dur, et puis ça s'est pas construit, quoi. Ouais. C'est faire des choix, et en plus ils sont gagnants, donc c'est bien. Faudra s'en rappeler aussi le jour où il y aura des choix perdants, parce que ça va arriver aussi. Oui. Notamment dès qu'il y aura un petit peu de pluie, mais parce que c'est compliqué. Mais voilà, enfin là il a construit son week-end proprement, avec une belle victoire où ça s'est très bien passé pour lui, ça s'est bien goupillé, quoi. Après, ça s'est bien goupillé, ça se goupille pas tout seul, parce que il fait une course comme ce qu'il a fait il y a 15 jours, c'est-à-dire prudente au départ et en accélérant régulièrement. Et puis après, en connaissant ses propres qualités, exactement, son propre rythme aussi. Parce qu'il roule beaucoup, aux essais, c'est un des pilotes qui roule le plus. Et il se connaît, il connaît très bien sa meule, et ça c'est intéressant aussi. Enfin, c'était pas gagné de passer sur la moto, sur le team usine officiel, avec peut-être un peu plus de pression. Bah là, pour l'instant, il la gère. On touche du bois, mais pour l'instant, il la gère très bien. On peut parler aussi. Est-ce qu'on parle de Vinales? Tu peux, moi, franchement, j'ai pas vu de la course, donc. On l'a pas vu, non, du tout. Non, c'est compliqué, c'est un week-end compliqué, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est. Pourtant, la moto, elle marche apparemment. C'est ce qu'on dit tous les ans. Bon, là, il fait une 11e place. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Bon, après, voilà. Il remonte quand même 10 places. Oui, parce que tout le début de course était catastrophique. Moi, ce qui me déçoit plus, c'est KTM. Là, c'est ce que j'avais dit un peu en début de saison. Je voulais voir comment ça allait se passer à Portimao, parce que Oliveira chute, donc ça biaise un peu le truc, mais ils ont pas été vraiment dangereux de tout le week-end. Ils ont été un petit peu mieux qu'à Losail, sans être transcendants. Binder, par contre, fait une course intéressante dans le sens où il part loin et il remonte quand même 5e. Il est à 6 grosses secondes de la tête, donc c'est le point positif à retenir chez KTM. Ouais. Après, l'autre grosse surprise pour moi, c'est Aleix Espargaro à la 6e place, à 8 secondes de la tête. Sur l'Aprilia, c'est très bien. Ça continue dans le bon sens. Ça prouve que la moto est compétitive, qu'elle lui convient. 8 secondes de la tête, c'est pas du tout un déshonneur. Enfin, on l'a vu beaucoup plus loin que ça habituellement, et c'est bien. Faut que ça reste comme ça toute la saison. Devant toutes les Honda. Ouais, devant toutes les Honda. Ça va peut-être pas durer, mais là, une 6e place, il y a eu un petit peu de chute devant, donc forcément, ça aide à grappiller, mais voilà, pour faire 6e, faut pas tomber. Ouais, et puis on le voit très régulier aux essais aussi, faire claquer des bonnes pendules aux essais, donc ouais, comme tu dis, cette moto, elle marche bien. Ouais. Elle marche bien, il sait s'en servir. Ouais. Alors, est-ce qu'on parle de la chute de Miller ?
c'est là où on va arriver. Bah, ça me fait chier parce qu'il est encore dans mon fantasy MotoGP. Alors ça m'embête vraiment. Ah bah oui. Il est encore shooté. Oh là là. Faut l'enlever tout de suite, mon ami. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, il y a eu des explications sur sa chute. Non, il est tombé tout seul. Il est tombé tout seul. Fait une erreur de pilotage. Chute. Bim, balaboum. C'est dommage. Ouais, c'est dommage parce que surtout quand tu vois Bagnaia deuxième, qui finit deuxième et qui en plus claque les meilleurs temps, qui ne sont pas comptés au final, mais oui, qui claque le meilleur temps de la Q2. Ouais, le voir en retrait comme ça, dans son orgueil d'Australien, ça doit pas être facile. Faut se ressaisir, hein. Ouais. Là, il y a eu 3 courses de couru. Faut se remettre la tête entre les oreilles, quoi. Du coup, tu crois que Ducati va rappeler Dovi? Non, je pense pas. Coucou, non, mais par contre, je pense que Dovi, j'ai pas de boule de cristal, mais tu vois, aller chez Spargaro, il connaît bien l'Aprilia. Dovi, je crois qu'il y a une autre session de test qui est prévue. Ça serait vraiment intéressant de voir Dovi sur cette moto, enfin justement de la développer cette année et de la prendre l'année prochaine. Ça serait intéressant parce que elle est nettement plus abordable qu'à une époque, je trouve. Et puis Dovi, ça fait toujours plaisir de le voir. Puis on verra ce qu'il pourra en faire parce que le niveau est quand même très élevé. Même si l'Aprilia, elle est pas mauvaise, elle est quand même à 8 secondes derrière, ce qui est pas rien. Mais Dovi, c'est pas aller chez Spargaro non plus. Donc avec un petit peu d'ajustement, ça peut faire quelque chose d'intéressant, quoi. C'est clair. Après, je sais pas, au niveau, on peut parler de Rossi aussi, hein. Ça va être la merde. Hein. Ouais. Ouais, ça sent le roussi. Hein. Là, oui, là, c'est les résultats. C'est vraiment la saison en trop. Déjà l'année dernière, on en parlait un peu, mais là, c'est vraiment la fin de saison était compliquée, beaucoup de chutes, des résultats au-delà des 10 premiers. Et là, cette année, ça repart pareil. Une chute là, c'est compliqué. Quand tu vois que Morbidelli réussit à faire 4. Ouais, ça roule fort devant. Ouais. Enfin, les genoux devant, ils ont le couteau entre les dents. Ouais, enfin, tu peux pas te permettre de rouler pour le plaisir, quoi. En fait, là, sinon tu finis soit au tas, soit dans les 5 derniers. Je caricature. Bah là, de toute façon, c'est ce qui pend au nez, hein, dans le sens où il a fait grosse partie de la course avec Marini. Donc Marini qui fait 12, Viñales fait 11, tu vois, je le vois difficilement être dans le top 10 sur une course comme ça, quoi. C'est clair. Après, la bonne surprise, elle est à voir aussi du côté d'Enea Bastianini qui fait encore un top 10 avec une Ducati de chez Avintia, c'est intéressant aussi, quoi. Ouais. Après le prochain Grand Prix, ça va être encore une autre paire de manches. Oui, c'est clair. On a fait le tour sur ce Grand Prix du Portugal. Ah ouais, je pense qu'on a fait le tour. Alors rapidement, la Red Bull Rookie Cup ouvrait aussi et c'est Alonso le Colombien qui a remporté la course 1 devant Moreira qui vient du Brésil et Uriarte qui fait 3. Et en course 2, Alonso s'impose à nouveau devant Holgado et Milan. C'est forcément Alonso qui mène logiquement au général. Voilà, donc on va se dire à dans 2 semaines. Ouais, avec pour le Grand Prix d'Espagne à Jerez. Donc ça va être à nouveau une course, j'espère, intéressante. Jerez qui réussit bien à Quartararo, donc ouais. On va croiser les doigts. Qui a moins bien réussi à Marquez la dernière fois, on s'en souvient. Oui. Du coup. Qui est l'endroit de sa chute. Mais voilà. On va voir comment. Oh là là, il va. Je pense qu'il est déjà prêt. Là. Il est déjà en train de rouler sur MotoGP 21, Marc. Et puis. Tu crois? Déjà en train de préparer. Préparer le setup. Ses points le setup, les points de se rappeler les points de freinage, se dire mais non là je peux pas accélérer comme là, faut faire gaffe. Le bac à gravier, c'est cool, mais ça me fait perdre un peu de temps aussi. C'est un peu compliqué. Ouais, non, on a hâte. Il va être intéressant ce championnat. Ouais, carrément. Bon, sur ce, Olivier, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Salut à tous.
Salut.